Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur l'atmosphère aménagement, rénovation et habitat pour une séance de présentation des territoires zéro exclusion énergétique. Qu'est-ce que c'est que les territoires zéro exclusion énergétique? Des élus vont vous l'expliquer. Pourquoi c'est un sujet important et surtout comment on met en œuvre un territoire zéro exclusion énergétique. Ce projet a été développé par un collectif, une association qui s'appelle Stop Exclusion Énergétique, une association qui existe depuis 4 ans dans quelques jours, parce qu'elle a été créée le 1er décembre 2020. Aujourd'hui, il y a 67 organisations membres. Je regarde le président de l'association, parce que j'ai un doute, ça change assez régulièrement, comme vous imaginez. Donc nous, notre objet, c'est changer d'échelle dans la lutte contre la grande précarité énergétique. On a écrit ensemble un scénario, comment faire concrètement. Comment faire concrètement, ça a été créer un métier, le métier d'accompagnement des familles, on en parlera. Ça a été de créer un fonds, peut-être que vous avez vu il y a quelques jours Emmanuel Béard, notre porte-parole sur les médias, et vous allez la revoir beaucoup d'ici la fin de l'année. C'est créer une fresque de la précarité énergétique pour mobiliser dans les territoires. C'est engager des services civiques pour nous aider à identifier les personnes. C'est tout un ensemble d'actions qui nous permet d'accélérer la lutte contre l'exclusion énergétique. Qu'est-ce que c'est quelqu'un en exclusion énergétique? C'est un propriétaire occupant qui vit dans une passoire thermique et qui est considéré comme très modeste, et on est souvent autour des seuils de pauvreté, au sens de l'ANA. Pour parler de ce sujet et de leur mise en œuvre, donc c'est ces territoires zéro exclusion énergétique, un travail de systématisation territoriale. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des élus. Certains travaillent pour le projet, mais sont dans leur vie personnelle aussi élus. Michel Serroux préside les campagnes de l'Artois. Donc, bon, vous voyez Arras, voilà, vous allez un peu à l'ouest. Communauté de communes particulièrement dynamique de plus de 30 000 habitants. Dans un monde rural, mais il nous en dira quelques mots. Très très actif, c'était quand on a fait un appel à candidature pour embarquer des communes avec nous dans ce projet. Ça a été une des premières à se manifester et je crois qu'on est très très content de ce choix. Et comme l'Europol de Strasbourg, on a la chance d'avoir Danielle Dombard avec nous, qui est vice-présidente de l'Europol de Strasbourg en charge de ces sujets et par ailleurs maire de Schiltigheim. Schiltigheim, c'est le nord-ouest de Strasbourg, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une ville très connue, notamment de son passé industriel, mais une ville très très importante et aussi dynamique. Pascal Laguilly, là on est francilien, est adjoint au maire de Noisy, qui est au cœur d'une expérimentation, mais aussi très engagé dans la collectivité Grand Paris Grand Est. On en parlera tout à l'heure. Vous verrez que c'est Grand Paris Grand Est qui a été lauréat de l'appel à projet qu'on avait porté. Et pour eux, c'est un démonstrateur pour tout Grand Paris Grand Est, ce territoire, comme pour nous, ces 15 territoires sont un démonstrateur pour la suite. Ensuite, deux personnes qui sont, comme je vous disais, chacune élues dans leur propre territoire de vie, mais qui sont impliquées en tant que coordinateur territorial, coordinateur ensemblier territorial. Il s'agit de Catherine Bohème, qui nous vient du pays du vin jaune à Besançon, et Florence Presson, qui est impliquée sur Grand Paris Grand Est. Donc on va commencer par la ruralité, qui est très à la mode en ce moment. Donc quelques mots pour nous présenter votre territoire, et surtout pourquoi avoir mis comme priorité cette lutte contre la grande précarité énergétique. Alors on n'a qu'un micro, donc vous allez vous le passer, moi je garde le mien. Allez, Michel Serroux. Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, pour cette organisation qu'on a mis en place sur notre territoire, alors il faut savoir qu'on est un territoire rural, vous venez de le signaler, de 96 communes, issues d'une fusion de 3 intercommunalités en 2017 de la loi NOTRe. Alors on a 350 habitants en moyenne par commune. C'est à la limite une des forces de notre communauté. On est des communes sensiblement identiques. Il n'y a pas une commune pôle qui décide. Hein. Donc là, il y a une émulation entre toutes nos communes.
Bon, il y a bien évidemment des freins et il y a la fracture sociale et numérique qui existe quand même sur notre territoire. Et nous avons en plus des anciens logements. Hein. On n'est pas tout à fait... on est entre le secteur d'Arras, qui est une ville pôle, mais on n'est pas à côté des mines ou de la reconversion des mines. Donc, mais ça n'empêche qu'on est très rural et il y a quand même de la précarité. Alors, en 2022, quand vous avez fait un peu appel, on s'est aperçu que c'était quelque chose qui allait nous convenir et on a une conseillère France Rénov qu'on avait recrutée et qui travaille en régie. Et dans un premier temps, on était parti sur une commune. Et en finalité, on a débordé sur la totalité. Et maintenant, c'est un projet intercommunal. Alors, les choses que nous avons déjà mis en place, ce à quoi on est assez fiers, on a mis ce qu'on appelle une mallette autonome de diagnostic énergétique. En gros, c'est une mallette qui comprend 4 pour tout ce qui est la précarité de tous les logements et on prête ça aux habitants qui font leur diagnostic énergétique et ensuite on le prête gratuitement bien entendu. En réalité on a 3 mallettes sur la totalité du territoire. On prête ça gratuitement et les gens reviennent pour véritablement voir ce qui se passe. Et là, à partir de là, il y a les aides à la rénovation dont on s'occupe. Et on a également mis en place un défi éco-famille. En 2023, la communauté de communes a candidaté donc à votre organisation, à votre association. Alors, les atouts du programme Territoire Zéro Exclusion énergétique, c'est un rappel donc, de 3 ans sur 3 ans jusqu'en décembre 2026. L'ensemblier territorial est intégré au service habitat chez nous. Et on a un contrat de 55 logements sur la durée du programme des 3 ans. 55 ménages à accompagner. Actuellement, à titre indicatif, on est environ à 17. 17. La première année, ça a été un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais maintenant c'est parti. Depuis qu'on est en interco, c'est beaucoup plus facile. Alors, la mise en œuvre est une démarche de prise de contact avec l'ensemble des partenaires. Donc les fondations, les associations caritatives, création d'un écosystème d'acteurs actifs et il y a la mobilisation des acteurs sociaux bien évidemment, assistants sociaux, les CCAS, le département, la CAF, la MSA et toutes ces associations. L'objectif étant de faciliter l'identification des ménages pouvant relever du programme. Alors une accentuation des actions d'aller vers c'est des réunions publiques. On a créé ce qu'on appelle un Rénov Tour, des permanences en mairie sur les marchés. C'est ce qu'on est en train de faire pour se faire connaître et essayer d'impliquer les contacts. Voilà, la procédure, lorsque le ménage est identifié, il y a une prise en main par la conseillère France Rénov de la communauté de communes qui reçoit les ménages pour vérifier leur éligibilité au programme et l'accompagnement débute. En fonction du projet et du ménage, la conseillère fait le lien entre le ménage et l'opérateur. L'accompagnement est réalisé par un opérateur formé, qualifié, qui propose un accompagnement complet à hauteur de 20 jours d'accompagnement. Traditionnellement, en dehors du programme, l'accompagnement est estimé à 5 jours. L'accompagnement se traduit aussi par la recherche d'entreprise, le dépôt de dossier, la coordination de chantier, la réception des travaux et la prise en main des appareils installés et la sensibilisation aux éco-gestes. En conclusion, le programme est une réelle chance pour les ménages précaires par l'accompagnement proposé au travers du programme et c'est sans précédent pour notre territoire. 3 ensembliers solidaires avec leurs spécificités, financement, accompagnement social, réhabilitation, accompagnent les ménages.
À ce jour, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 17 ménages ont intégré le programme, soit un tiers de l'objectif du programme local. Ce programme permet au territoire de confirmer la place prépondérante de la rénovation énergétique des logements dans sa politique locale et conforter les actions déjà mises en œuvre sur le territoire. Ce programme permet également de mettre en lumière les actions des territoires ruraux, comme celui des campagnes de l'Artois, et de démontrer qu'avec une volonté forte, les résultats peuvent être au rendez-vous. À ce niveau-là, il faut spécifier que ce sont les propriétaires occupants et non les bailleurs. Attention. Plus que jamais, la rénovation énergétique est un enjeu de première demande, de la stabilité dans les actions, du sérieux de l'accompagnement, de la confiance dans les acteurs qui procurent cet accompagnement et de la pérennité dans les financements. Voilà, en quelques mots. Merci pour d'avoir balayé comme ça ce que sont les aspects méthodologiques. Pardon, et d'avoir montré combien c'est de la dentelle, combien ce sont des cas particuliers, chaque famille est différente. Et voilà, donc on a pu balayer un peu l'ensemble du programme. Une précision, par ailleurs, vous avez parlé de la mallette tout à l'heure, qui a été lauréate des trophées l'année dernière, et que Campagne de l'Artois est impliquée aussi dans notre association et adhérente au titre de toutes les organisations. C'est pas la même échelle en nombre de personnes, évidemment. Par contre, on est dans la même logique dans la métropole, l'Eurométropole. Ce ne sont que des cas particuliers. Donc, est-ce que, Daniel, vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ressemble le quartier? Évidemment, quand c'est Strasbourg, vous avez bien compris que ce n'est pas l'ensemble de Strasbourg, mais ce sont des quartiers sur lesquels on travaille. Daniel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Daniel Dambard, je suis d'abord maire de ma commune, une ancienne ville industrielle en pleine transformation, 36 000 habitants, avec un bâti ancien assez important. Et également, au niveau de l'Eurométropole, vice-présidente en charge de la planification écologique. Ce qui fait que j'ai la responsabilité de deux pans de planification, aussi bien la planification urbaine avec le plan local urbanisme, mais aussi le plan climat. Or, la lutte contre la précarité énergétique rentre dans la question du plan climat. Et par ailleurs, je suis présidente de l'Agence du climat, créée depuis 3 ans, qui accompagne un certain nombre de ménages sur différents volets, mobilité décarbonée, végétalisation des copropriétés, et puis également la question du conseil en énergie. Alors, avec tout cela, nous sommes, contrairement à mon collègue, dans un territoire extrêmement densément peuplé, urbanisé. L'Eurométropole de Strasbourg comprend 33 communes et 500 000 habitants. C'est vous dire que rien que dans ma commune, c'est plus de 4 600 logements par kilomètre carré, ce qui est extrêmement dense. Et avec ce phénomène d'urbanité, beaucoup de logements, évidemment, avec des soucis structurels dans le bâti. Et dans notre plan climat, nous voulons faire de la lutte contre la précarité énergétique une priorité, notamment aussi par rapport au plan de rénovation de l'habitat, où c'est plus de 8 000 logements par an que nous devons rénover. C'est intensif, 2 000 dans le public et environ 6 000 dans le privé. La démarche est la même, c'est aller vers, et ont été retenus les quartiers strasbourgeois et les quartiers de Schiltigheim. Pourquoi? C'est simplement parce que c'est là qu'il y a les plus grands taux de pauvreté en France. On ne l'imagine pas, derrière nos jolies maisons à colombage et nos géraniums, nous avons un territoire extrêmement fracturé. En gros, sur le territoire français, c'est 17% de ménages qui sont en précarité. Chez nous, ça monte jusqu'à 25-26% sur Strasbourg et Schiltigheim. C'est-à-dire, ces ménages sont quelquefois propriétaires de leur logement, de leur maison, mais n'ont aucun moyen pour rénover, alors même que nous les aidons et que nous trouvons des financements. Souvent, le 10% de reste à charge, ils n'arrivent pas à le mettre au bout. Et du coup, est arrivé cet appel à manifestation d'intérêt pour lequel nous avons candidaté l'année dernière et pour lequel nous avons été retenus et que nous sommes en train de déployer. Voilà, je dirai le reste tout à l'heure. Merci beaucoup. Effectivement, une implication, une très très belle dynamique
à Strasbourg. Et comme vous le disiez, Daniel, c'est un vrai sujet qui croise le social et les gens les plus en difficulté avec les questions climatiques, tant d'adaptation que de baisse des émissions de carbone. Et c'est bon pour la santé et ça crée de l'emploi local. Donc et par ailleurs, quand on a rénové la maison, quand une famille a rénové sa maison, c'est en général pour 20 ans. Donc on est sur ce qui semble une évidence d'investissement, mais qui peine parfois à se mettre en œuvre parce que tout ça est d'une très grande complexité. Pascal Laguilly, alors on est la ruralité, le centre de grande ville, c'est toutes ces villes de périphérie et aussi avec un étalement urbain extrêmement important. Comment est la situation à Noisy et plus largement à Grand Paris Grand Est? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je représente, on va dire plutôt Grand Paris Grand Est, même si je suis élu à Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand, c'est la ville principale de Grand Paris Grand Est, équivalent 80 000 habitants. Grand Paris Grand Est, un peu plus de 400 000, 14 communes. En fait, on a des communes qui sont quasiment rurales et des communes très urbanisées, donc c'est le paradoxe un petit peu de Grand Paris Grand Est. Alors, on pourrait imaginer, puisqu'on fait partie de la métropole du Grand Paris, qu'on est un secteur très urbanisé. On fait aussi partie de la Seine-Saint-Denis, donc on a souvent une image de bars, de grands ensembles. Alors, certes, il y en a encore un peu. Nous, on est sud-est Seine-Saint-Denis. Certes, il y a encore ce type de logement, mais il y a aussi beaucoup de pavillons, secteur pavillonnaire très important sur nos 14 communes. Et dans notre territoire, on a beaucoup fait sur le collectif. Et en fait, on n'avait pas mis en place de dispositif sur le pavillonnaire. Donc, notre président du territoire a été moteur dans le lancement d'un dispositif qu'on a appelé le PREP pour lancer un dispositif pour la rénovation énergétique du pavillonnaire. Et on s'est vite aperçu qu'en lançant ce dispositif, les gens qui venaient nous voir, c'est finalement des gens qui avaient relativement les moyens de faire une rénovation, ou en tous les cas, ils venaient parce qu'effectivement, il y avait un enjeu d'économie, mais ils avaient aussi un budget pour le réaliser. Et en fait, les gens qui n'avaient pas les moyens, les plus modestes, mais finalement ne venaient pas dans le dispositif ou venaient très peu parce qu'ils s'imaginaient que c'était impossible de faire, vous l'avez dit tout à l'instant, que c'était impossible de faire une rénovation parce qu'il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de dispositif. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a adhéré à ce dispositif. Vous nous avez retenu, on en est vraiment très, très heureux, pour effectivement aider et mettre en place des actions pour les plus modestes. Alors je pense qu'on reparlera tout à l'heure du dispositif en lui-même, mais voilà un petit peu le schéma sur notre territoire. Absolument, et ce que vous dites est important. La question, c'est d'y croire. Donc on explique à une famille qui va pouvoir avoir des financements, être accompagnée, et qu'à l'arrivée, on arrive à des montants de travaux qui dépassent 50 000 euros et parfois 100 000 euros. Personne n'y croit au départ. C'est pour ça que le programme est très orienté sur l'accompagnement et ses missions au plus près des familles pour les aider à chaque étape, du moment où on conçoit, au moment où on met en place une ingénierie financière, le moment où il faut trouver les artisans, négocier avec eux, les accompagner et aussi réapprendre à vivre dans un logement. On devait avoir avec nous Sébastien Barles, qui est adjoint au maire de Marseille. Ils ne pouvaient pas être là, alors d'autant qu'on voulait les féliciter parce qu'on est très fiers, parce que Marseille a été lauréat du Trophée des maires RMC cette année autour de sa politique sur la précarité énergétique. Donc c'était une valorisation pour nos territoires dans un autre contexte. La remise des prix avait lieu au Lido il y a quelques jours. Voilà, c'est assez différent d'ici. Est-ce que, s'il te plaît, Victor, tu peux envoyer le message de Sébastien? La ville de Marseille est engagée depuis Est-ce qu'on peut monter le son avec Stop Exclusion Énergétique, en ayant bâti une grande alliance il y a 3 ans avec l'ensemble des acteurs du territoire qui travaillent sur les questions de lutte contre la précarité énergétique. Il y a 70 acteurs qui se sont fédérés pour travailler sur la sensibilisation à ces enjeux, sur l'observation en fait de la précarité énergétique sur notre territoire, mais également sur les solutions locales à apporter au niveau de la population et des populations impactées. On a monté, en fait, dans le cadre de cette alliance locale, 2 grands dispositifs. Un SLIM, tout d'abord, qui permet de repérer, d'orienter les ménages en situation de grande précarité énergétique sur l'ensemble du territoire marseillais. Et puis, on a porté, là, avec le collectif Stop Exclusion Énergétique, un territoire zéro exclusion énergétique. On est un des territoires pionniers
en France à porter ce dispositif qui est extrêmement séduisant sur le papier. Ce que ça permet, l'ambition est de massifier sur un quartier de 10 000 habitants environ, en rénovant, en accompagnant en fait, et en rénovant massivement 300 logements, notamment de propriétaires occupants en situation de précarité qui ne pourraient pas s'engager sans cet accompagnement dans des travaux lourds de rénovation. Et donc l'objectif, c'était d'expérimenter cette démarche en accompagnant de A à Z ces ménages, en trouvant également l'ingénierie financière qui permet de réduire à minima le reste à charge, et puis en travaillant sur des sujets annexes de structuration de la filière, comme la question de la formation des professionnels, mais également la question en fait de l'approvisionnement en matériaux pour faire de l'éco-rénovation de nos quartiers. Cette démarche pour nous est extrêmement prometteuse et il y a déjà d'autres quartiers qui souhaitent mettre en place ce type de dispositif de territoire zéro exclusion énergétique. Donc on est ravis de notre partenariat avec le réseau Stop Exclusion Énergétique. Ah, voilà. La fin est un peu brutale, mais en tout cas, Sébastien soulève un élément important de créer des alliances multi-acteurs locales. Nous, on en a créé une au niveau national pour qu'on puisse apprendre à collaborer, à coopérer au quotidien, mais il faut le faire aussi au niveau local. Donc là, maintenant, on va passer la parole à 2 ensemblières, coordinatrices ensembliers territoriales, notamment parce qu'on va mettre en place une sensibilisation, c'est-à-dire une mini-formation pour les élus, à la fois pour les territoires qui sont concernés en ce moment, parce que là, on a la chance d'avoir des élus qui ont une vision très transversale, mais parfois les élus sont un peu en silo sur leurs problématiques, alors que nous, on adresse aussi bien les questions écologiques, habitat, pauvreté, énergie, et on voit bien parfois les difficultés qu'on a à faire collaborer dans nos collectivités tous les services. Comment ça se passe sur le terrain? C'est quoi cette sensibilisation pour les élus? Alors, cette sensibilisation, donc c'est simple, on a entendu des témoignages. Effectivement, on voit que pour la réussite de ce projet, qui est avant tout local, hein, soit sur un quartier, soit à différentes échelles qui peuvent être au niveau d'une commune, d'une intercommunalité, des élus doivent intervenir aussi en transversal sur ce sujet. La précarité énergétique, qu'est-ce que c'est? Le fait d'accompagner des ménages fragiles dans ce dispositif, c'est très important. Donc, on part souvent de stratégies, on va dire, sociales sur le territoire. Donc, en l'occurrence, je me permets de témoigner en étant ensemblière territoriale coordinatrice sur la ville de Besançon. C'est la ville de Besançon qui porte le projet du quartier, en l'occurrence territoire zéro exclusion. Et on voit que les enjeux, c'est aussi de travailler non pas en silo, mais en interconnexion avec d'autres niveaux de compétences, en l'occurrence l'agglomération qui a des compétences effectivement en matière d'habitat, mais également avec l'autre service, les services de la ville, sur le volet économique, le tout étant aussi de mettre en place derrière des équipes d'artisans qui puissent répondre au maximum dans de bonnes conditions aux accompagnements qui seraient déclinés. Donc il y a tout un travail de fond à faire d'interconnexion entre les élus et de déployer ce programme de la manière la plus adéquate. Donc l'intérêt, c'est de faire passer des témoignages. Donc le principe, comme d'autres, on a des formations pour les artisans qui sont mises en place au niveau national, pour les associations bénévoles relais, parce que les écosystèmes passent aussi par les associations bénévoles. Et on s'est dit, en l'occurrence, par le biais des volontés d'élus, on a monté un groupe de travail en se disant, mais comment on peut avoir un socle commun de discussion, base commune sur ce sujet, comment on peut développer la mobilisation d'autres élus sur ce sujet, donc comment on peut partager les enjeux, proposer aussi bien sûr un format simple de journée ou de demi-journée de rencontre avec des élus propres sur le territoire, mais pourquoi pas avec aussi des retours d'expérience d'autres territoires. Donc l'intérêt étant de monter des journées, on va dire un peu régulières, de sensibilisation pour mieux se connaître et puis développer de la méthodologie, voilà, entre élus et sur le territoire. Donc c'était le but. Le but, c'est ça. L'élu local est à la base du dispositif et les motivations peuvent être multiples, mais importantes à apporter. Voilà. Merci Florence Presson. Est-ce que tu peux compléter? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, des ateliers de sensibilisation et de mobilisation sont pour nous
l'essentiel, parce que bien évidemment, comme vous avez pu le voir, on est sur la transversalité. Le sujet du dérèglement climatique, et ça fait partie des points sur lesquels nous avons prévu dans cet atelier de parler. On parle de dérèglement climatique, ça peut être très connu par certains élus, beaucoup moins pour d'autres. Les impacts, la notion de précarité, c'est d'ailleurs aussi parfois un mot tabou dans certaines communes. Il est difficile de l'utiliser. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, partir de cette vision un peu systémique. Je peux, parce que j'ai du trajet en voiture, je consomme de l'énergie, me dire est-ce que je me déplace ou est-ce que je me chauffe. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on souhaitait mettre en place. Et pour tout vous dire, la réussite de ce programme est basée sur les élus et la volonté politique. Je crois qu'on peut le dire, hein, le congrès des maires, c'est juste à côté. Ça reste les seuls élus sur lesquels les personnes ont confiance. Et un habitant qui souhaite rentrer dans le marasme un petit peu de la rénovation énergétique va s'adresser à ces élus. Donc pour nous, il est fondamental dans cet atelier de sensibilisation et mobilisation eh bien, de pouvoir donner cette information générale, donner aussi un lien avec tous les acteurs locaux. Les associations locales sont en rapport, chacun dans son domaine, avec des ménages. Et donc, il faut arriver à monter cette dynamique. Et comme le disait Catherine, l'idée, ce n'est pas de faire une information descendante, mais d'être sur une démarche, je dirais, coopérative entre tous les acteurs. Merci beaucoup. Alors, on va refaire un petit tour avec les élus, mais cette fois, je vous demanderai d'être très rapide, parce qu'on devrait garder un petit peu de temps. Il nous reste juste un petit quart d'heure. Tout va très vite ici. Notamment sur cette question concrètement, parce que Monsieur le maire, Monsieur le Président, comment aller encore plus loin? Parce que les chiffres que vous avez cités tout à l'heure peuvent paraître faibles au regard de tout ce qu'il y a à faire. Comment vous voyez la suite? Qu'est-ce qu'il vous faut pour être encore plus ambitieux sur les 30 000 habitants? Je suppose qu'il y a beaucoup de gens en précarité énergétique. À tort, parfois on croit que les propriétaires occupants s'en sortent mieux que les autres, mais c'est une erreur parce que vous savez, un logement, c'est comme le corps, quand ça ne s'entretient pas, ça se dégrade. Et ça peut se dégrader très très vite. Comment vous pouvez aujourd'hui accélérer pour aller plus loin? Disons que on se heurte un peu, c'est nouveau. D'abord, les gens sont toujours très méfiants au démarrage. Aujourd'hui, il y a une question de confiance qui est à créer, ce qui, petit à petit, on sent au niveau de ce qu'on fait sur le terrain, ça commence à venir, disons. Alors, bien évidemment, je pense que quand il y aura des choses qui seront concrètes, véritablement sur le terrain, parce que bon, c'est toujours le problème de la finance, hein, de savoir combien ils auront pu rénover ces exemples-là. Et en milieu rural, les gens se connaissent beaucoup plus facilement, peut-être que dans le milieu urbain. Je ne vais pas déborder sur l'urbain, mais à partir de là, je pense que... Et on le sent déjà sur la fin de la première année, et je pense qu'il faut être optimiste. Néanmoins, bon, il y a toujours le reste à charge, hein, qu'il faut voir. Alors, il y a un travail de fond, un travail de conviction, les rencontrer, etc., pour arriver à concrétiser ces choses-là. Mais bon, peut-être que moi je suis assez optimiste quand même pour arriver à notre contrat. Par principe, quand on signe un contrat, moi je veux aboutir sur le contrat qu'on a fait. Mais on vous fait toute confiance. Non, mais c'est effectivement, la question c'est d'y croire. Lors du premier COPIL à Strasbourg, j'avais été à l'Europol, pardon, j'avais été assez impressionné parce que vous étiez 4 vice-présidents, mais surtout des femmes d'ailleurs, voilà. Donc vous avez réussi à impliquer très largement. Peut-être que le contact est plus difficile qu'en ruralité où le maire d'une petite commune, il connaît. Quand c'est une commune de 1000 habitants, le maire connaît toutes les familles, à quelques-unes près. Évidemment, c'est peut-être différent de gérer une très grande ville, une grande métropole. Comment vous avez fait pour impliquer tout le monde ? Alors, d'abord, je le disais, lutter contre la précarité énergétique est vraiment une des priorités de notre plan climat.
Donc ce plan climat, on le déploie en action depuis 2020. On est extrêmement mobilisé. Comme je le disais, le territoire est fracturé. Et le constat, c'est, comme le disait mon collègue, c'est la méfiance. Les ménages se font démarcher tous les jours par toutes sortes de sociétés qui veulent vendre des choses. Bon, exemple, isolation à 1 euro. Ça ne fonctionne pas. Donc nous venons maintenant en disant, mais nous, on a un dispositif qui va fonctionner. Donc ils sont méfiants. Et cette méfiance, elle est aussi entretenue par le fait que même porter 5 ou 10% du reste à charge, c'est déjà trop. Il faut imaginer que ces ménages précaires sont quelquefois à moins de 900 € par mois, prestations sociales incluses. Donc même dégager 20 ou 30 € par mois pour isoler son logement quand on est propriétaire, et du coup les propriétaires n'ont pas de désir. Et ce qui fait que cette démarche d'aller vers nous a pleinement mobilisés. On en a tous pris conscience, et l'ensemble des partenaires, aussi bien les services sociaux que les associations, qui vont jusqu'à faire du porte-à-porte. Mais rassurez-vous, chez nous, ça n'a pas mieux fonctionné, et même moins bien, parce que sur les 120 ménages qu'on a ciblés, on en a moins d'une dizaine pour le moment qui ont signé le contrat. Donc il faut qu'on renforce, malgré notre volonté politique, il faut qu'on renforce encore, j'allais dire, l'information, faire vraiment le calcul, l'accompagner, comme disait madame, de A à Z, et dire que même le reste à charge, on ne les laissera pas tomber. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et nous avons donc signé la charte d'engagement. Et dans cette charte d'engagement, ce qui nous paraît être le plus important, c'est le repérage de ces ménages. Or, on a des difficultés. Ils sont dans un espèce de trou noir. On ne sait pas où ils sont. Parce que ceux qui viennent, ils y arrivent encore. Mais ceux qui ne viennent pas, eh ben, il faut qu'on trouve des dispositifs pour aller voir peut-être en fonction de leur taux d'endettement. Voilà, ça touche à l'intime du ménage, et on a du mal là à franchir ce seuil. Mais en tout cas, on s'y emploie. Merci. Effectivement, il y a une charte qui a été signée lors du campus des territoires zéro exclusion énergétique qu'il y a eu à Marseille cette année. Et autour du maire de Marseille, il y avait Strasbourg, il y avait Lyon, il y avait beaucoup d'acteurs de collectivités. Et d'ailleurs, vous pouvez signer cette charte qui est un appel. Elle est disponible sur le site stopexclusionénergétique.org. Parce que derrière, nous, on commence déjà à travailler. On se demande quels vont être les 150 prochains territoires. Je pense qu'on est tous en train de faire la démonstration que la méthode marche. Maintenant, il y a 500 000 familles dans ces situations en France. On espère que dans 2 ou 3 ans, on pourra enclencher avec 150 quartiers, villages nouveaux pour réellement commencer à changer d'échelle. Comment ça se passe sur le terrain? Parce que évidemment, ce n'est pas la mairie qui accompagne concrètement. Donc, vous faites appel à des partenaires, associations ou bureaux d'études qui sont au plus près des familles. Oui, alors justement, j'allais y venir. Alors, nous, on a une particularité, c'est qu'on avait un dispositif qui avait déjà débuté à travers le PREP. Donc, on a à peu près 200 ménages qui nous sollicitaient chaque année. Et sur le lancement du TZ2E, environ 80 dossiers cette année, 60 signatures. Donc on est sur une bonne dynamique. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, on a comme été un peu ralenti par les modifications qui ont été apportées, la mise en place des mares, enfin tous ces sujets qui sont venus un petit peu chambouler le panorama. C'est vrai qu'aussi, nous, on est... les Franciliens sont aussi très sollicités par le téléphone sur des marchands de rêve qui finalement sont souvent des arnaques, et ça c'est un vrai sujet. Alors certes c'est peut-être un peu moins, enfin moi tous les jours je suis appelé pour qu'on me change mes robinets thermostatiques, enfin voilà, c'est vrai que ça c'est assez insupportable, et ça crée une mauvaise image. Donc nous on a décidé de mettre en place finalement un dispositif qui était déjà organisé. Donc on fait des forums dans les villes, donc on essaye de faire venir notre population. Donc là, vous allez nous dire, on ne va pas forcément vers eux, mais on les invite à venir. Ensuite, on les met dans un système de webinaire où finalement, ils vont comprendre les dispositifs et ils vont voir un peu la différence par rapport à tous ces marchands de rêves. Et puis après, bien évidemment, il y a tout un système qui va les mettre en relation avec les mares, avec tout l'organisme, enfin l'ensemblier, qui va permettre de réaliser la réhabilitation. Ce que je voulais insister, c'est qu'en fait,
le phénomène moteur de la réhabilitation, c'est en fait l'audit, c'est le diagnostic. Et la problématique, c'est de réaliser le diagnostic. Et l'enjeu économique, il est sur le diagnostic. Parce qu'en fait, une fois que vous avez une vision de ce qu'on va pouvoir faire, là, on va pouvoir effectivement accompagner le ménage. Mais tant qu'on n'a pas ce diag, ça coinçait. Et pour les précaires, c'était une vraie problématique parce qu'il y avait un financement. Il fallait commencer par mettre de l'argent pour avoir une notion de ce qu'on allait pouvoir réaliser. Et ça, c'est ça qu'il faut qu'ils soient aidés. Nous, on lutte sur ce sujet depuis des années. C'est ce diagnostic qu'on doit pouvoir réaliser. Il faudrait presque que ce diagnostic qui soit quasi gratuit. Alors, à travers le TSE2E, on y arrive, hein, presque. Et c'est ça, en fait, l'enjeu pour les précaires, c'est de faire ce diagnostic, d'arriver à trouver un processus qui permet de leur donner une image réelle de ce qu'on va pouvoir réaliser, les économies, etc. Merci. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toute l'expérience de Grand Paris Grand Est, qui avait aussi été lauréat des trophées des solutions pour la précarité énergétique, et la toute première année, donc ça fait déjà 5 ans. Et le PREP a été une des grandes sources d'inspiration de ce qui est devenu le parcours de rénovation globale et performante qu'on met en œuvre partout en France. Et ça a été, je pense, un élément très, très inspirant. Et on a même fait en partie du copier-coller, parce que la logique qui est la nôtre, et qui doit être la nôtre justement, qui est celle de l'économie circulaire, c'est quand même de ne pas refaire ce qui existe et qui marche, quoi. Voilà. Peut-être une question. Alors, évidemment, prenez votre tour, parce que je vais juste avoir un round de questions, parce que le temps court très très vite. Non, pas de questions. Ça veut dire qu'on est extrêmement clair. Je voulais quand même insister. Alors, évidemment, Catherine et Florence, vous pouvez répondre sur l'accompagnement des familles. Donc, ce métier que nous on appelle accompagnateur ensemblier solidaire, on forme des gens à ça. On en a formé 100. On va en former 200 dès l'année prochaine, et on espère passer à 1000 par an à partir de 2026-27. Vous avez utilisé l'acronyme MAR. MAR, ça veut dire Mon accompagnateur rénove. Pourquoi ? C'est important parce que c'est du financement. Et quand il y a un financement pour un métier, ça veut dire que ça devient un vrai métier. Donc, on a aussi des organisations qui sont membres de notre association, qu'on appelle des opérateurs, qui s'appellent Solia, les compagnons bâtisseurs, urbanistes et autres. Est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, quelques secondes, je sais pas, peut-être plus Florence ou Catherine, qui est au plus près du terrain, comment ça se passe avec elles et comment ce métier commence à être reconnu comme tel? Peut-être Florence? Oui. Alors justement, nos opérateurs habituels, hein, comme Solia, Urbanis, les compagnons bâtisseurs et beaucoup d'autres, sont souvent des experts de l'audit, de l'accompagnement énergétique, etc. Le volet social n'était pas toujours développé pour tous. Et puis pour certains autres opérateurs, c'était l'inverse. Donc très dans le social, mais pas forcément l'expertise pour définir les différents scénarios qui étaient nécessaires. L'intérêt de cette formation, pour ces ensembliers solidaires, c'est d'avoir effectivement un package de connaissances, d'expertise. Ça a permis pour certains de revoir un peu l'organisation, même en interne. Est-ce que c'est la même personne qui doit monter le dossier administratif et qui doit venir faire l'audit et qui doit faire les préconisations? Donc il y a toute une structuration, une montée dans une certaine compétence qui a pu se développer grâce à cela. Vous voulez... ou Catherine ou... Juste compléter, effectivement, parce que cette formation, on l'a fait aussi sur les territoires, délocalisés, et ça a permis aussi de recréer des réseaux de connaissances, et on manque de mon accompagnateur NeuroRénov', donc ceux qui viennent aussi à cette formation ont l'intérêt de prendre en compte ce volet accompagnement renforcé et de se former sur ce sujet en complément, bien sûr, des opérateurs historiques. Ça, c'est une chose qu'on peut aussi compléter, de l'intérêt de recréer des communautés locales pour développer le métier. Et d'ailleurs, il y a certaines, vous avez dit, Michel, tout à l'heure, le mot régie. Aujourd'hui, de plus en plus de collectivités travaillent en régie. On peut penser dans les territoires engagés à la Mayenne, au Havre, à Carcassonne, qui aujourd'hui
mène l'accompagnement à partir de régie, parce que effectivement, on a besoin de ce métier. Je pense que c'est le métier qui va avoir besoin de se développer, comme s'est développé par exemple les spécialistes des flux. Maintenant, on a besoin d'expertise territoriale, parce que c'est faire monter en compétence ceux qui accompagnent les familles, mais aussi les territoires. Daniel, vous avez déjà le micro à la main. En fait, je voulais éviter que le micro ne roule par terre, mais il n'y a pas de souci. Oui, cette expertise, je pense qu'elle est extrêmement importante et il faut que tous les partenaires transversaux que nous sommes, que nous agissions dans le social, que nous agissions avec nos compétences dans le domaine de l'énergie ou que nous agissions avec nos casquettes de l'habitat et du coup, voilà, avec l'Agence du climat, la Maison de l'Habitat, on essaye de croiser nos expertises. C'est extrêmement important. Et j'en profite pour faire une petite annonce, puisque à Strasbourg, nous allons accueillir du 24 au 26 juin 2025 les assises de la transition énergétique. Après Dunkerque, c'est à Strasbourg que ça se passe. Et à l'intérieur des assises, nous accueillerons le 2e campus des territoires qui, lui, travaillera plus spécifiquement à capitaliser justement toutes nos compétences. Et puis, comme le disait mon collègue, le diagnostic, ça passe par là. Arriver à rentrer dans une maison et faire un diagnostic, c'est une première prise de conscience et c'est la chose la plus difficile. Alors, merci pour le début de la conclusion et pour vous deux, si vous voulez bien vos conclusions. J'ai pas envie d'ailleurs de vous entendre conclure. J'ai envie de vous entendre nous parler de qu'est-ce qui va se passer déjà après 2026. Alors, 2026, c'est une date qui en général intéresse les élus locaux, mais maintenant, ça correspondra pour nous à la fin de ce programme, des 15 premiers territoires. Voilà, donc on a envie de vous entendre parler d'après. Moi, tout à l'heure, j'ai déjà à moitié répondu, à savoir qu'on est partenaire et on souhaite aboutir à la conclusion. S'il y a un nouveau contrat qui nous est proposé, on sera prêt à signer, il n'y a aucun problème. Sachant quand même, j'ai oublié peut-être une chose tout à l'heure, c'est de se faire connaître et de faire connaître ce qu'on peut apporter au niveau de nos collectivités. On n'a pas les mêmes problèmes de communication que vous pouvez avoir en milieu urbain, mais c'est exactement la même chose. Et ces gens, encore une fois, on revient toujours au même sujet, se faire connaître, discuter. Vous savez qu'il y a des personnes qui voient nos employés qui travaillent, mais bon, un coup de fil, on peut y aller, téléphone au président ou bien à la directrice, et puis voilà. On a tout à fait besoin, effectivement, que vous soyez candidat à la suite. C'est aussi comme ça que nous, on pourra convaincre pour embarquer des nouveaux budgets, pour être à plus grande échelle. À la fois, évidemment, on espère tous que vous allez continuer et élargir, mais aussi qu'on pourra embarquer énormément de nouvelles communes, agglomérations, villages, quartiers, etc. Parce que la dynamique est en train de naître, enfin elle est déjà née, mais nous on veut généraliser et je pense qu'on aura un message important au mois de juin à porter au campus et dans les assises, parce qu'on a peu parlé de précarité énergétique ces dernières années dans les assises, et je me bagarre pour ça depuis longtemps, mais je pense que ça va être une bascule cette année en tout cas. Donc merci évidemment d'accueillir ce campus des territoires. Et par ailleurs, comment vous envisagez la suite? Plus de villes, de quartiers Alors déjà déployer notre communication d'aller vers. Donc on est en train de créer toute une série de flyers. On envisage de faire du porte-à-porte parce que voilà, un flyer dans une boîte aux lettres, ça ne suffit pas. On communique sur nos réseaux sociaux, également dans nos magazines municipaux. Et on essaye d'humaniser finalement le premier contact de manière à créer ce climat de confiance. Donc massifier pour cibler les plus précaires. Eh bien, ce sera la conclusion avant celle de... Non, merci. Je voulais ajouter deux mots. Nous, on est sur les mêmes dispositifs. On a ajouté la lettre du maire qui va être effectivement apportée aux habitants du secteur pavillonnaire par des élus de quartier pour effectivement, parce qu'ils sont connus, ce qui permet aussi un contact de simplification et surtout d'aller chez eux.
et d'apporter le message, parce qu'effectivement, il n'est pas toujours relayé. Et puis, on a encore un enjeu important. On a beaucoup travaillé sur les copros. Maintenant, on travaille sur le pavillonnaire. Il reste un sujet, c'est les petites copropriétés, dans lequel on a... Alors, nous, on n'a pas trop de logements insalubres dans notre territoire, mais on trouve, par exemple, dans les autres territoires de notre département, de l'insalubrité, mais on trouve aussi beaucoup de précarité. Et sur ces petites copropriétés, en fait, on voit qu'il n'y a pas de réhabilitation avec des enjeux énergétiques, des enjeux thermiques. Et là aussi, je pense que ça sera un vrai sujet pour demain. Merci pour votre attention. Merci, je crois que c'est un vrai sujet pour les élus, effectivement. On vit de plus en plus vieux. On passe déjà chaque semaine de plus en plus de temps chez soi, y compris en télétravail. Il y a déjà eu des pandémies, il peut y en avoir d'autres. Je crois que la vraie question, c'est de donner accès à tous, et je dis bien à tous, et nous, on s'intéresse à ceux qui sont le plus en difficulté, à un habitat qui protège, qui permet d'être en confiance, d'être heureux, d'avoir des résultats scolaires, etc. Les bénéfices sont extraordinaires quand on a tous la possibilité de vivre dans un logement qui est sain, et même au-delà d'être sain, qui est extrêmement agréable à vivre. Merci tous les 5, merci à tous les élus impliqués dans ce projet. Vous êtes formidables, voilà, mais c'est le salon des maires, on le sait. Bonne journée à tous.